Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le choc en Suisse, la droite populiste triomphe aux élections législatives. Le riche homme d'affaires Christoph Blocher avait axé sa campagne sur le rejet des étrangers, des impôts et de l'Union européenne. En France, la grève des buralistes a été très suivie. Plus de 9 débitants sur 10 ont baissé leur rideau selon la Confédération. Ils protestent, vous le savez, contre la hausse des prix du tabac, 18 à 20% depuis ce matin. L'incident est clos. Israël fait marche arrière après avoir accusé Jacques Chirac de cautionner des propos antisémites du président de la Malaisie. Ces attaques étaient scandaleuses, dit aujourd'hui l'UMP. Une première dans la lutte contre l'obésité. Les publicitaires ont adopté un code de bonne conduite. Les messages destinés aux enfants ne devront plus encourager le grignotage. Une étape importante franchie sur le chantier du plus haut viaduc du monde à Millau, la construction du plus grand pilier de l'édifice, 245 mètres. Enfin, l'engouement des jeunes pour la comédie musicale après les succès de ces dernières années. La première grande école du genre a ouvert ses portes. On s'y bouscule. Dossier à la fin de ce journal. On commence donc avec le nouveau visage de la très riche et très paisible Suisse. Ce visage, c'est celui du dirigeant populiste Christoph Blocher, 63 ans. Voici les résultats définitifs de ces élections. Son parti, l'Union démocratique du centre, recueille 26,6% des voix. Et elle arrive donc largement en tête devant le Parti socialiste, 23,3%. La droite traditionnelle, Parti démocrate chrétien et Parti radical démocrate, est loin derrière. Richard Binet. Ils applaudissent leur victoire, la Suisse vient de basculer, l'UDC, le parti nationaliste helvétique, est désormais la première formation politique du pays. Leur patron, c'est Christoph Blocher, multimillionnaire, tenant de la manière forte pour, selon lui, redresser une Suisse en déclin. Neinsager, littéralement ceux qui disent non. Non au droit d'asile, à l'immigration, à l'OTAN et surtout à l'Europe. À la ville, le langage de l'homme se fait polisser. C'est là toute sa force, disent ses adversaires, un discours patriotique et moraliste ponctué de propos musclés. Ainsi, dans un encart publicitaire publié dans un quotidien suisse, il dénonçait « Le résultat de la politique de la gauche et de ses amis, des requérants d'asile sans gêne, une mafia albanaise brutale et des trafiquants de drogue noirs africains. » Il séduit avec des formules politiques un peu simplistes, séduisant parce que justement simplistes. Traditionnellement ancré en Suisse alémanique, le parti de Christoph Blocher a effectué une percée spectaculaire dans les cantons francophones, particulièrement touchés par la crise économique. Il faut secouer le cocotier et c'est fait. Moi, j'ai pas de parti politique, je fais partie d'aucun parti, mais ça a été trop loin. Automatiquement, il faut un changement, automatiquement. En 10 ans, Christoph Blocher a transformé le petit parti des paysans suisses en une machine à gagner. Et peut-être un jour, à gouverner. La question des étrangers est sensible en Suisse. Ils représentent 20% de la population. C'est 3 fois plus qu'en France. Hasard du calendrier ou pas, les Suisses ont découvert ces derniers jours une campagne d'affichage de la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme. Campagne délibérément choquante et d'ailleurs assez controversée. Envoyés spéciaux à Genève, Martin Gouès, Dominique Bonnet. Le ton se veut humoristique et décalé. Utiliser les clichés pour mieux les dénoncer. Des spots et des affiches placardées à des endroits pas toujours accessibles, mais une fois repérés, le message a du mal à passer. Parce que faire un tamoul dans un restaurant, c'est un peu presque comme un reproche, comme s'ils n'avaient rien à faire dans un restaurant. Contre le racisme et le fait qu'on pense qu'ils font des jobs plutôt dégradants, ou j'imagine pour peut-être relever même le niveau de service, peut-être pour attirer les gens dans la restauration. Mais certaines affiches réveillent les vieux démons qu'elles veulent dénoncer. Une bonne question alors là. Ben moi je suis pas raciste, mais raciste je veux dire, mais il y a quand même des doutes. Dans certaines façons, comment ils arrivent à avoir tout cet argent les Juifs. En partie sponsorisée, cette campagne aura coûté l'équivalent de 643 000 €, plus de 4 millions de francs. Pour la fondation antiraciste qui en est à l'origine, le but est d'utiliser les mêmes mots que les racistes et faire réfléchir. Les questions sur la table et on discute. Pro, contre, ça c'est important naturellement, mais la chose plus importante, c'est la discussion là-dessus.
Un message au second degré qui ne semble pas être passé dans un pays où un habitant sur 5 est d'origine étrangère. L'immigration, et en particulier l'immigration clandestine, est au cœur du sommet de La Baule qui réunit les 5 ministres de l'Intérieur français, allemands, britanniques, espagnols et italiens. Il s'agit de coordonner les politiques. Au même moment survenait ce nouveau drame au large des côtes méditerranéennes. Une embarcation qui transportait 85 ressortissants somaliens vers l'île italienne de Lampedusa a fait naufrage. Les secouristes n'ont pour l'instant retrouvé que 15 personnes affamées et tremblant de froid. Gérard Grisbeck, Dominique Merlin. Un regard vide, un autre où solite encore la frayeur. Et pourtant, ils ont eu beaucoup de chance. Ils font partie des quelques 15 rescapés d'un bateau sur lequel la police italienne a retrouvé 13 cadavres. Les gens sont morts de froid et de faim après une traversée qui a duré 3 semaines. Une femme a été retrouvée vivante au milieu des cadavres. Elle a été hospitalisée dans un état très grave. Hospitalisés aussi 7 hommes. Selon son témoignage, ils étaient une centaine au départ des côtes libyennes, ce qui veut dire qu'environ 70 d'entre eux seraient morts en route, puis jetés par-dessus bord. Un périple qui ressemble à un cauchemar. Ces Africains venaient de Somalie. Ils ont traversé l'Éthiopie, le Soudan, la Libye. Là, ils ont pris la mer direction Lampedusa, la première terre européenne. L'Italie vit de tels drames depuis déjà plusieurs années, car de l'autre côté de la Méditerranée, des milliers de gens cherchent par tous les moyens à fuir la misère, au risque de la mort. L'actualité en France, c'est la grève massive des buralistes, une grève qui n'a pas de précédent. 9 débitants sur 10 avaient baissé les grilles pour protester contre la hausse des taxes. Pour les usagers, c'était en quelque sorte une journée sans tabac. Céline Crespi, Marianne Masse. Tabac fermé, rideau baissé. Ici à Paris, ce comptoir avait des airs fantomatiques. Le buraliste est en grève, même s'il a laissé ouvert le côté brasserie. La nouvelle hausse de 20% du prix des cigarettes inquiète les buralistes, car plus les cigarettes sont chères, moins ils en vendent. L'année dernière, suite à l'augmentation de 20% du 1er janvier, on a déjà constaté chez tout le monde des baisses significatives de nos volumes. Moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà constaté une baisse de plus de 15% du volume. 95% des buralistes ont fait comme lui. Alors l'approvisionnement en cigarettes en France aujourd'hui n'était pas facile et les files d'attente s'accumulaient devant les tabacs ouverts. Je n'ai pas fait mes provisions, mais voilà, je suis obligé de me déplacer pour acheter des cigarettes, quoi. Mais malgré la pénurie, ce n'était pas la journée sans tabac. Les fumeurs aussi étaient en colère contre ces hausses. C'était super cher et déjà 3,80, 3,90 c'était cher. Mais là, franchement, ils abusent carrément et c'est pas ça qui m'arrêtera de fumer, quoi. C'est clair et net. J'irai acheter ailleurs, j'irai en Pologne, ou en Espagne, ou en Andorre, mais voilà. Alors, il y avait tous ceux qui s'étaient organisés. C'était hier soir, à la frontière belge. Les Français venaient faire le plein. À 1 € de moins le paquet côté belge, ça vaut le déplacement. On vient tous les 2 mois, juste pour faire le plein de tabac, c'est tout. En France, vous n'en achetez jamais. Aujourd'hui, seuls les fumeurs de cigares ont été épargnés par ces hausses. Oui, pour les autres, avec cette nouvelle hausse des prix, fumer devient presque un luxe. À 4,60 € le paquet, celui qui en consomme un par jour devra débourser 1 680 € par an, soit 11 000 francs environ. Et puisqu'on est dans les chiffres, notez qu'en moyenne, sur une cigarette, l'État touche 79% du prix de la vente, 13% vont aux fabricants et 8% aux buralistes. Les buralistes qui organisaient également aujourd'hui une série de manifestations et d'opérations de blocage. Alix Bouilléguet. 5 heures ce matin en Seine-et-Marne, le dépôt d'Altadis est cerné par une quarantaine de débitants de tabac. Chaque année, 10 milliards de cigarettes sortent de ces entrepôts, soit la consommation des fumeurs d'Île-de-France. S'il n'y a plus de tabac qui sort, comme ça monsieur Mattei sera content, il n'y aura plus de tabac en France, à part bien sûr la contrebande, parce que comme ils font rien contre ça. La plateforme est restée bloquée toute la journée. Donc le dépôt, on ne peut ni entrer ni sortir du dépôt. Bloqué également le dépôt de presse d'Amiens dans la Somme. Conséquence, les journaux nationaux n'ont pas pu être distribués à temps dans la région. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée noire pour montrer notre mécontentement. Tous à l'assaut du pont de l'Europe. Ce matin à Strasbourg, plusieurs centaines de buralistes se sont donné rendez-vous sur ce pont qui relie la France à l'Allemagne. Les grévistes ont établi un barrage filtrant pour dénoncer la fuite des acheteurs français vers les points de vente allemands. L'État n'a qu'à nous racheter tout simplement les bureaux de tabac et nous dédommager largement. Un point final.
À Metz, les 250 manifestants ont jeté des carottes dans la rue. La carotte, c'est l'emblème des bureaux de tabac. On est déjà sous la corde raide. Maintenant, 2 hausses de 20%, bah, c'est tout. On peut décrocher notre carotte. Et le reste avec. En Lorraine, certains débitants de tabac ont même vendu des cigarettes à la sauvette au prix pratiqué par le Luxembourg voisin. Aujourd'hui, les buralistes pensent en avoir fait la preuve. Le plan d'aide du gouvernement de 150 millions d'euros ne satisfait personne. Et l'un de ces buralistes est en direct avec nous. Bonsoir Jacques Coutenceau, vous tenez un tabac presse à Dissay, c'est près de Poitiers, vous êtes aussi un des représentants de la profession. Alors on comprend que c'est difficile, mais est-ce que ça n'est pas, j'allais dire, un combat perdu d'avance, parce que l'image de la cigarette est de plus en plus négative et la consommation va inéluctablement continuer à baisser? Je ne crois pas, parce que nous sommes prêts à nous battre un maximum pour arriver à vivre, parce que nous avons des commerces, il faut que nous puissions en vivre. Et l'État actuellement est en train de nous mettre le pied sur la tête pour nous faire couler. Et ça, c'est inadmissible. Nous allons tout faire pour pouvoir continuer à vivre. Mais on fume de moins en moins, et j'allais dire c'est tant mieux, c'est quand même meilleur pour la santé. Écoutez, nous acceptons tout à fait le programme de santé du gouvernement. Si le gouvernement ne veut plus que les gens fument, ou tout au moins un minimum, il n'a qu'à nous aider avec des produits de substitution à vendre dans nos commerces. Nous sommes ouverts tous les jours, vous savez très bien, très tôt, très tard le soir. Donc qu'ils nous aident à continuer à vivre de nos commerces. Oui, vous dites on pourrait par exemple vendre des timbres, servir de bureau de poste dans certaines petites communes, mais est-ce que le plan justement que vous avez rejeté, de plan d'aide de 150 millions d'euros, n'allait pas dans ce sens ? Écoutez, nous les buralistes, nous n'avons jamais fait l'aumône. Ce que l'on veut en premier à tout prix, c'est l'arrêt de la hausse des prix du tabac. Ça, c'est indispensable. Là où on s'en va à la catastrophe, vous savez que déjà, on n'avait jamais connu des buralistes en faillite. Eh bien, ça y est, au niveau des frontières, ça commence. Les buralistes sont en train de fermer leurs portes parce que leurs clients passent devant leur boutique et s'en vont à l'étranger. Bon, nous, on est encore dans la France profonde, mais il ne faut pas se faire d'illusions, on n'est pas naïfs. Ça arrivera un jour ou l'autre. Merci Monsieur Coutenceau d'avoir été avec nous. Vous parliez des achats de l'autre côté des frontières et puis il y a également la contrebande. Cela dit, contrairement à une idée souvent véhiculée, les douanes estiment qu'elle n'augmente pas en France. Enquête Amaury Guibert, Madi Diawara. Pour attirer le client, un seul mot. C'est combien? 5,60. 5,60? Ouais, 2,80 le code. 2,80 € au lieu de 4,60 €. Un petit trafic florissant, une dizaine de vendeurs attendent le client au pied du métro Barbès, à Paris. Et ils sont plusieurs à avoir compris le filon. Quelque part, en banlieue parisienne, un bureau de tabac clandestin. C'est un ressortissant polonais qui le tient. Les cartouches qu'il fait venir de son pays sont facturées 24 €, presque moitié prix. De la contrebande artisanale, marginale, selon les douanes. En France, jusqu'à présent, le marché de la contrebande, donc destiné à la France, on l'estime à peu près à 3, 4, 5% du marché. Donc 3, 4, 5% des recettes. Par contre, sur le marché britannique, les Britanniques estiment la contrebande à une cigarette sur 4. En France d'ailleurs, les saisies stagnent depuis 3 ans. Dans le Nord, la moyenne des douaniers, c'est 500 kilos par semaine. Souvent très bien dissimulée, la majorité des cigarettes ne fait que passer par l'Hexagone. On s'est rendu compte que les différents tabacs qui étaient chargés principalement, on va dire, soit en Belgique ou au Luxembourg, à destination de la Grande-Bretagne, et la France n'est que pays de transit. La France, presque épargnée pour le moment, mais la donne pourrait rapidement changer. Le grand banditisme s'intéresse de plus en plus au trafic de cigarettes, car il est moins risqué et plus rentable que la drogue. Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français paralysé une grande partie de la journée. Ce sont les salariés de l'usine Comilog, dont la fermeture est prévue d'ici à la fin de l'année et qui emploie quelques 350 salariés qui ont bloqué les accès. Il s'agit du premier employeur de la ville, Elisabeth Esley. Tout ça parce qu'il y a des grosses gueules qui veulent toujours s'en foutre pas les poches. Là on en a marre, là. Il faut arrêter là, on arrête de délirer maintenant. Exaspérés, les salariés de la Comilog ont décidé de retenir contre son gré le directeur du site à l'issue d'une énième réunion de négociation sans résultat probant. Donc actuellement, nous sommes débordés par les gens, c'est-à-dire que les gens ont décidé d'investir la salle et de prendre position de la salle et de retenir M. Delim. Une longue journée d'action qui avait commencé à 4 h ce matin par le blocus du port de Boulogne pour empêcher toute sortie de camions. Les manifestants s'opposent à la fermeture de leur usine qui emploie 351 personnes.
En fin de matinée, alors que la mobilisation était à son comble, plusieurs tonnes de ferro-manganèse ont été déversées dans un bassin. Puis, certains barrages ont été levés à la demande des forces de l'ordre pour laisser passer quelques camions. Mais en fin d'après-midi, la tension était à nouveau très grande. Jeudi, les salariés de la Comilog se rendront à Paris pour manifester devant le siège de la maison mère. Social, toujours un répit pour les salariés de Giat Industrie. Le tribunal de Versailles a ordonné la suspension du plan de restructuration dans l'attente d'un jugement sur le fond. L'audience est prévue le 9 décembre. Ce plan prévoyait la suppression de 3 750 emplois sur 6 250 d'ici 2006. La mise en marche du fichier des délinquants, les prélèvements d'ADN des détenus ont commencé dans 4 prisons. Il ne s'agit pas, rappelons-le, des seuls délinquants sexuels comme prévu au départ en 1998. La loi votée en mars dernier a considérablement élargi le champ de ce fichier. Quelques 600 détenus étaient concernés aujourd'hui par ces relevés de salive. Loïc Delamornay, Patrice Brugère. Toutes les demi-heures, un nouveau détenu entre dans cette pièce. Sur la table, le matériel habituellement utilisé par la police scientifique sur les scènes de crime. Donc on va procéder à un prélèvement de salive pour établir votre empreinte génétique. Au moyen d'un coton-tige spécial, un technicien d'identification criminelle prélève un peu de salive. Il y a dans cette substance autant de matière génétique que dans un cheveu ou un bout de peau. La plupart des détenus s'y prêtent de bonne grâce. Ils savent qu'une empreinte ADN peut prouver aussi bien la culpabilité que l'innocence. Peut-être que ça me couvrira un jour qu'on m'inculpe pour une affaire que je ne serai pas dedans. Grâce à mon ADN, je serai reconnu comme non coupable. Aujourd'hui, seuls 3 détenus sur une centaine convoqués ont refusé les prélèvements. Le détenu est obligé de se soumettre à ce prélèvement. En cas de refus, il encourt, selon les cas, soit 1 an, soit 2 ans d'emprisonnement. Plus de 80% des détenus de cette prison seront fichés. En effet, depuis le 18 mars dernier, la loi a considérablement élargi les motifs d'inscription au fichier. Aux crimes et délits sexuels s'ajoutent désormais toutes les atteintes aux biens et personnes, comme le vol, l'escroquerie ou les violences. Autre nouveauté, les prélèvements pourront s'effectuer dès le stade de la garde à vue, à l'appréciation de l'enquêteur, mais l'inscription pourra n'être que provisoire si le suspect est mis hors de cause, fichier et empreintes seront détruits. Aujourd'hui, 5000 personnes sont inscrites au fichier national d'empreintes génétiques. À terme, avec les éléments retrouvés sur des scènes de crime, la justice espère recenser 400 000 traces génétiques. La polémique contre Jacques Chirac en Israël. L'heure est aujourd'hui à l'apaisement. L'incident est clos, dit-on à Tel Aviv. Le président de la République était, vous le savez, accusé d'avoir cautionné des propos antisémites tenus par le président de la Malaisie. Des propos qui continuent d'ailleurs à susciter de très vifs débats. Anne Poncinet, Bernard Puissesseau. L'Élysée a réfuté en bloc les accusations de ce journal israélien. Il prétendait que Jacques Chirac avait empêché l'Union européenne de condamner publiquement une déclaration antisémite. Jacques Chirac et ses collègues européens ont affirmé qu'il n'en était rien et le gouvernement israélien a finalement fait savoir que l'incident était clos. Reste le fond, c'est-à-dire ces propos antisémites du Premier ministre malais. Les Européens ont tué 6 millions de Juifs sur 12 millions, mais aujourd'hui les Juifs dirigent le monde par procuration et ils envoient les autres se battre et mourir pour eux. Des propos applaudis par une partie du public, les membres de l'organisation de la conférence islamique, des propos condamnés aujourd'hui par les États-Unis. Pour la Maison-Blanche, ils ne méritent que mépris et dérision. Tout le monde pense que ces propos sont haineux et scandaleux. Condamnation des États-Unis, condamnation de l'Europe, mais du côté des pays musulmans, c'est le silence. Pour le chercheur Gilles Kepel, sans aller jusqu'à parler de choc des civilisations, le blocage de la crise israélo-palestinienne et la dégradation de la situation irakienne attisent l'antisémitisme. Il y a ce sentiment d'impasse et d'une certaine façon une sorte d'équilibre de la terreur qui s'instaure dans la région entre d'un côté les armes intelligentes de destruction ciblée et de l'autre le recours au terrorisme, ce qui est en train de créer une spirale qui est assez effrayante et dans lequel évidemment l'antisémitisme est un aliment, un carburant qui est malheureusement aujourd'hui bien en place. Le Premier ministre Mahathir était connu jusqu'à présent pour ses déclarations à l'emporte-pièce, mais rarement un chef de gouvernement n'avait aussi ouvertement déclaré son antisémitisme dans un cadre aussi officiel.
Officiellement, donc vous l'avez compris, l'affaire est terminée entre la France et Israël, mais elle est révélatrice d'un mauvais climat. Pour les Israéliens, il y a dans notre pays un regain d'antisémitisme et une passivité des pouvoirs publics. Qu'en est-il? Élément de réponse, Christophe Wiedemann, André Germain. Vendredi 18h, le rabbin Michel Serfati et son fils marchent en direction de la synagogue de Ris-Orangis. Brusquement, une voiture s'arrête à leur niveau. À son bord, deux jeunes hommes. Ils se sont mis à crier « Palestine, Palestine, vive la Palestine, Palestine vaincra ». Le conducteur a arrêté la voiture. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un véritable uppercut de bon boxeur qui m'a mis KO. L'antisémitisme des banlieues n'est plus à remettre en question, c'est une réalité. Le rabbin Serfati évite les caméras par peur des représailles. Les banlieues françaises malades de l'antisémitisme, la question se pose depuis septembre 2000 et le début de la seconde intifada en Israël. En 2001, la France enregistre plusieurs milliers d'actes judéophobes, un record. Mais depuis, la tendance est à la baisse. Selon le Conseil représentatif des institutions juives de France, le nombre des actes antisémites signalés est tombé à 517 en 2002 et 352 depuis début 2003, une baisse des actes les plus violents. Ça ne signifie pas pour autant que le climat s'est apaisé. Donc là, vous voyez des graffitis sur le mur. On met des croix gammées sur les boîtes aux lettres, on arrache la plaque d'un médecin qui a son pournom Israël. Oui, c'est banalisé, c'est courant, c'est fréquent. Nicolas Sarkozy se rendra à la synagogue de Ris-Orangis demain. Le principal agresseur présumé du rabbin Serfati a été mis en examen et écroué. Le second a été laissé en liberté. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a lancé une vaste opération à Gaza. 3 Palestiniens, dont 2 activistes du Hamas, ont été tués par ces raids aériens. Opération qui intervient au lendemain de la mort de 3 soldats israéliens au nord de Ramallah. Et puis devant le Parlement israélien, Ariel Sharon a répété aujourd'hui que Yasser Arafat était le plus grand obstacle à la paix. Il a aussi indiqué que la construction du mur de sécurité en Cisjordanie allait s'accélérer. Construction très controversée, vous le savez. Au Vatican, une apparition inopinée du pape à son balcon de la place Saint-Pierre pour admirer un feu d'artifice donné en son honneur. C'était hier soir. Merci Rome chérie, a dit le souverain pontife, qui paraissait en meilleure forme que pendant la journée. L'enfer du goulag, comme on ne l'a jamais vu, c'est un recueil de photos inédites pour la plupart, issues notamment d'archives privées qui est publié aux éditions Ballant par un journaliste polonais. Une partie de sa propre famille a disparu dans les camps staliniens. Daniel Wolfram, Frédéric Basile. 17 ans de travail, des centaines de photos inédites du goulag, le système concentrationnaire soviétique, des clichés exhumés d'archives privées comme publiques. Il en a fallu de la ténacité à ce photographe polonais pour recueillir de tels témoignages. Cette photo-là, c'est M. Kuznetsov qui me l'a donnée. C'était le chef du camp chargé de la construction du canal de la mer Blanche en 1932-33. Et là, c'est lui, quand il était simple gardien dans ce camp de la mer Blanche, simple soldat. J'ai été très surpris de constater une grande différence entre les jugements portés sur les crimes nazis et ceux portés sur les crimes communistes soviétiques. Effectivement, les deux systèmes, nazis comme soviétiques, sont criminels, l'un et l'autre. Le goulag, c'était 18 millions de bagnards sur ces milliers de chantiers pharaoniques. En URSS des années 20 jusqu'à Gorbatchev, la moindre incartade était punie par des années de travail forcé. 1,5 million de détenus n'en sont jamais revenus. Mort d'épuisement, un traumatisme dont la société russe ne s'est pas encore remise. Un homme adulte sur 5 ou sur 6 est passé par le goulag, ce qui a eu d'énormes conséquences puisqu'on peut parler d'une goulagisation de la société avec des frontières extrêmement poreuses entre le monde du camp et le monde de l'après-camp, ou tout ce qui est autour du camp également. C'est une grande différence avec le système concentrationnaire nazi où la coupure est beaucoup plus nette et franche entre l'intérieur et l'extérieur. Le système connut son apogée sous Staline. Mais bien après la mort du tyran, des milliers de soviétiques ont continué à être emprisonnés dans ces régions, se mêlant aux travailleurs volontaires et aux relégués libérés de leur peine pour finalement constituer l'essentiel de la population locale. Du goulag maintenant, il ne reste que ses vestiges. Ils démentent
le terrible témoignage de l'écrivain russe Varlam Chalamov. Ce que j'ai vécu, disait-il, un homme ne devrait pas le connaître, ni même savoir que cela existe. Et pour refermer ce chapitre consacré à l'actualité internationale, quelques images du magazine de Thierry Tuilier et Patrick Boitet. Ce soir, un œil sur la planète consacré au piège du djihad. Reportage en Arabie Saoudite ou encore au Pakistan. Dans les deux provinces voisines de l'Afghanistan, on applique la charia, la loi islamique, mais il y a le discours et la pratique. Un extrait de ce reportage d'Agnès Varamian et Mathieu Drejoux. 3 mois après leur élection, les mollahs brûlent des vidéos jugées non islamiques. Ils bannissent toute photographie d'hommes et de femmes, chassent au nom de la charia l'indécence occidentale. Tout doucement, ces images vont détruire notre culture. Et il fallait arrêter tout cela, très vite. Dans le souk de Peshawar, on fait avec les nouveaux interdits. Et chacun trouve des astuces pour contourner la loi. Exemple au vidéoclub. Nous, on n'a pas de problème. Quand la police arrive, on pousse le volet, comme ça. Dans les shops voisines, un disquaire. Hier matin, ils nous ont convoqués au poste de police. Ils nous ont demandé de mettre des bouts de papier ou de tourner les faces de nos CD pour qu'il n'y ait pas d'image d'hommes et de femmes visibles. Voilà, un œil sur la planète à suivre à partir de 22h50 ce soir. En bref, image de la première école de l'antiterrorisme en France, une école créée tout récemment à Cambrai dans le Nord. Elle s'adresse aux pompiers, aux gendarmes, aux policiers ainsi qu'au personnel civil de la SNCF ou des aéroports. Et elle a vu sortir sa première promotion aujourd'hui. Il s'agit de mettre à niveau les professionnels de la sécurité face aux risques chimiques, bactériologiques ou nucléaires. Santé avec les progrès de la recherche sur la longévité. Comment devient-on centenaire? Peut-être grâce à une mutation génétique. C'est ce qu'ont établi des chercheurs américains. Explication Agnès Monteux, Frédéric Pasquette. Tiana, un petit village en Sardaigne. Ici, il y a 20 fois plus de centenaires qu'ailleurs, un record de longévité probablement lié à un patrimoine génétique qui se transmet de père en fils. Au Japon, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont dépassé les 100 ans, dont la doyenne du monde qui vient de souffler ses 116 bougies. Selon des chercheurs américains, une mutation génétique pourrait expliquer une partie de ces longévités. Quand nous mangeons, nous fabriquons du bon cholestérol qui alimente le foie. Mais par l'intermédiaire d'une protéine, nous produisons aussi du mauvais cholestérol qui, lui, va boucher nos artères. Par mutation génétique, l'action de cette protéine est diminuée chez certaines personnes. Moins de mauvais cholestérol, moins de problèmes cardiovasculaires. Ça concerne une toute petite partie de la population, certainement moins d'1% sur plusieurs centaines de milliers. Par contre, au Japon, la fréquence de cette mutation peut atteindre de l'ordre de 5% de la population. En Europe, très peu de familles seraient concernées par cette mutation. Mais cette découverte devrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements, un espoir pour les 100 000 Français victimes chaque année d'accidents cardiovasculaires. Des nouvelles des Siamois égyptiens séparés il y a une semaine au Texas, des nouvelles encourageantes. L'un des deux frères peut désormais respirer sans assistance. Son état est donc passé de critique à réservé. Et puis toujours à propos de la santé, cette première dans la lutte contre l'obésité en France, les publicitaires ont décidé de s'autodiscipliner. Les messages destinés aux enfants ne devront plus encourager le grignotage. Laetitia Fouque, Marie-Pierre Samitier. Un enfant, la frimousse pleine de chocolat, une table couverte de peau vide. C'est le genre de publicité qui devrait bientôt disparaître de nos écrans. Je suis bien gentil avec toi, là c'est la pensée. T'as dépassé les bornes des limites. Aujourd'hui, 10 à 12% des enfants souffrent d'obésité en France, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Principaux responsables, le manque d'exercice et surtout une mauvaise alimentation. Souvent influencés par les pubs à la télé, les enfants consomment trop de produits gras et sucrés. Ils les réclament, mais on sait pertinemment, ayant quelques problèmes de surpoids, que le goûter est fait de pain et de chocolat avec un jus de fruits ou un fruit, et ça suffit amplement à l'enfant. Montrés du doigt, les grands de l'industrie alimentaire entendent désormais lutter contre l'obésité
à leur manière. Non pas en modifiant le contenu des produits, mais en changeant le message. Donc les entreprises concernées ont estimé que c'était de leur responsabilité d'apporter leur contribution à ce problème en s'imposant certaines limites dans leur discours. Plus question de prôner le grignotage, la loisiveté ou la consommation excessive. Ni de prétendre qu'une barre chocolatée équivaut à un produit laitier. Certains ont déjà intégré les bons réflexes et à l'heure du goûter croquent des produits plus sains. Bravo, c'est bon les fruits. Un procès très suivi à Nice et dans toute la région, celui d'un berger du Mercantour. Il y a 6 ans, il avait empoisonné un loup parce qu'il dévorait ses moutons. Il risque 2 ans de prison ferme. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. De la montagne, la querelle est descendue en ville. Devant le palais de justice, 2 camps, 2 mondes, les pros et les anti-loups. En 97, Christian Pogunct a empoisonné un loup. Ce geste, il le revendique aujourd'hui encore. J'ai perdu énormément de bêtes et puis des loups, j'en ai pas tué tant. Il y en a un. C'est pas évident quoi. C'est une sale bête. La bête est protégée par la Convention de Berne. Son éradication est soumise à des règles très strictes. Depuis la réapparition du Canis lupus en 1992, les attaques se sont multipliées dans les Alpes du Sud. Les écologistes ne le nient pas, mais ils refusent de faire devant le tribunal correctionnel le procès du loup. Il y a eu des pratiques délictueuses et très dangereuses pour la santé qui ont été commises et revendiquées par un certain nombre de personnes. C'est ça qu'on juge aujourd'hui et on ne va pas aujourd'hui rouvrir le débat cohabitation ou pas avec le loup. Aujourd'hui on juge des délinquants qui va être jugé comme tels. Les 2 bergers encourent jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Menace sur l'avenir du pastoralisme, survie d'une espèce protégée, le tribunal ne se prononcera pas sur le fond. Les 2 thèses continueront de s'affronter longtemps après le procès. Il est même pris en photo, on vous le fera voir si vous voulez. Non mais c'est pas de la science-fiction. Non. Quand il y a des attaques, il faudrait que vous veniez relever les bêtes mortes et les achever, parce que ça c'est pas notre travail. Vous faites quoi, madame? Et on fait le point maintenant sur l'un des chantiers les plus spectaculaires du monde, les plus aériens aussi, celui du viaduc de Millau. Une étape importante a été franchie aujourd'hui. Le plus haut pilier de l'édifice est en place. Reportage Hélène Vergne, Françoise Mazou. Lorsqu'on est à ses pieds, on se sent forcément minuscule. Puis c'est la progression très lente vers le sommet 245 mètres plus haut pour un point de vue vertigineux. Il aura fallu plus d'1 an et demi pour la construire au rythme de 4 mètres tous les 3 jours. 1 an et demi et une armada d'ouvriers qui sourit aujourd'hui de satisfaction. Jusqu'à maintenant, oui. La plus grande, oui. Vous en êtes tous fiers ici sur le chantier? Ah oui, exact. Un pont comme ça, on n'en fera peut-être qu'un seul et on l'a fait, quoi. C'est très bien. Pas de technique révolutionnaire, mais des adaptations. Si le béton est coulé ici comme partout ailleurs, ce sont les quantités qui changent pour assasier l'appétit d'ogre du chantier. Si prouesse il y a, c'est en termes de gigantisme. La difficulté de ce chantier-là, c'est qu'il a fallu mener toutes les piles en même temps, de front. Ensuite, c'est que c'est des quantités pour une pile qui sont quand même assez énormes. On est en moyenne à 180 mètres cubes de béton par levée. Chaque jour un peu plus, les 7 piles en construction tracent donc en pointillé les 2400 mètres du futur viaduc. Seule une vue aérienne, ici en avril dernier, permet d'apprécier les proportions de l'ouvrage, et notamment le tablier qui s'avance dans le vide. On imaginait peu ce genre de chantier il y a quelques années, et c'est vrai que relier des points comme ça qui étaient inaccessibles, c'est quand même une technologie de pointe et c'est vraiment agréable à voir. Je regarde les ouvriers, à quelle hauteur ils se trouvent. Parce que moi j'ai le vertige, alors rien que ça me passionne. Et pour tous ces curieux, plus de 200 000 visiteurs ont déjà fait le déplacement. Le prochain grand rendez-vous, ce sera au printemps prochain. La jonction du tablier à 270 mètres au-dessus du fleuve. Un chiffre maintenant, celui du premier loisir des Français, le jardinage. 5 milliards 800 millions d'euros dépensés l'an passé, c'est 5 fois plus qu'il y a 30 ans, même dans les grandes villes où la moindre parcelle de terrasse ou de balcon est mise à profit. François-Julien Piednoir, Claude Barnier. Voilà, ou beaucoup moins. Donc ça, bon, il est très humide, mais ça correspond à votre compost. Petite leçon de jardinage pour ces urbains en manque de verdure. Une découverte pour la plupart. Le cours d'aujourd'hui, fabriquer de l'engrais pour son balcon ou sa terrasse. Nous, on a essayé de jouer le jeu. J'ai un tout petit balcon à Paris avec un pied de vigne, un rosier, un lilas et des petites fleurs selon les saisons.
et que je souhaite utiliser aussi les déchets que j'ai dans ma cuisine plutôt que d'utiliser de l'engrais en bidon. Anne a voulu passer à la pratique. C'est pour les quelques centimètres carrés du balcon qu'elle a acheté cet appartement. C'est pas le grand luxe d'avoir un... Vous n'avez pas un domaine? Non, mais moi je dis que c'est mes jardins de Babylone, des jardins suspendus. Ça apporte un petit peu de verdure. 8 millions de terrasses et 9 millions de balcons en France. Le marché du jardinage urbain est en plein essor, plus 10% de croissance par an. Car jardiner, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir son petit coin de verdure sur son balcon ou sur sa terrasse. Il suffit de règles simples, de règles élémentaires pour le végétal, c'est-à-dire du soleil, de l'eau et du soin. Les promoteurs immobiliers l'ont bien compris, plus de construction sans un balcon. Et pour les privilégiés, la terrasse sera plantée d'oliviers, de cocotiers et de figuiers, 60 000 € tout compris, pour s'offrir son petit paradis. Musique avec l'engouement des jeunes pour la comédie musicale. Après les succès de ces dernières années, la première grande école du genre a ouvert ses portes au début du mois et il y a foule. Alors s'agit-il d'un effet de mode, d'un effet d'entraînement lié par exemple à la télé-réalité? Dossier signé Sophie Jouve, Régis Maté. Impossible d'y échapper, les spectacles musicaux envahissent la France. Un créneau porteur qui a suscité pas mal de rêves. Alors Gaël et Émilie ont choisi de tenter leur chance dans une toute nouvelle école de comédie musicale à Paris. Une école qui s'est installée dans de vrais théâtres. Premier pas, premier jour, et encore des rêves de grande production. Peut-être Notre-Dame de Paris, mais bon, j'en suis encore très très loin. Et dans quel rôle? Esmeralda. Enchaîne à gauche et à droite, et à gauche, revient milieu. Sur le côté, lâche et revient. Ce n'est pas une école pour former des stars. Ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. C'est une école pour former des artistes complets. En clair, de la danse, du chant, du théâtre. Un cursus sur 3 ans pour 4 000 € par an et la promesse, mais sans garantie, de devenir un artiste comme à Broadway. En attendant, la route est longue, même pour ceux qui ont une petite expérience. J'ai encore des tas de choses à découvrir, à apprendre. C'est pas parce que j'ai fait Émilie Jolie que ça y est, je connais tout. Enfin non, je suis loin de là. Il n'est pas encore rentré dans la salle. Attention, il faut... Dans une telle école, on ne peut pas être chanteur si on n'est pas comédien. Ni comédien si on n'est pas chanteur. C'est ce qui a décidé quelqu'un d'atypique comme François, ancien élève de Sciences Po. Mais leur histoire, je ne la connais pas. J'apprends leurs chansons, leur rire, leur visage. Maintenant, j'ai de quoi assurer mes arrières si jamais ça marche pas. Voilà, j'ai les moyens de réussir dans la vie. Maintenant, j'aimerais ajouter le plaisir de réussir ma vie, voilà, complètement. Toutefois, l'auteur d'Autant en emporte le vent met un sérieux bémol à l'engouement pour ces écoles. Il n'y a pas de marché, on ne peut pas dire. Il y a eu Notre-Dame, les 10 commandements, Roméo et Juliette et Autant emporte le vent, qui ont été des succès. C'est 4 pièces. On ne peut pas faire marcher. Ça a de la chance. Pas assez pour freiner l'euphorie de ces apprentis artistes dont les rêves sont encore intacts. Mais nous ne sommes qu'en début d'année. Musique encore avec un vétéran du blues. Il a influencé Mick Jagger, Eric Clapton et même Jimi Hendrix. À 67 ans, il roule encore sa bosse et il est en concert en ce moment en France. Il s'agit de Buddy Guy, Olivier Lenuzza, Yves Ginca. Il respire le blues. Il est né en Louisiane dans les années 30. Même son nom semble surgir d'un autre temps. Hi, I'm Buddy Guy. C'est un virtuose, il est extraordinaire et puis il a un art de la mise en scène que je trouve fascinant. Qui reste comme ça, qui fasse des disciples partout, c'est énorme. Si vous donnez au public le meilleur de vous, même s'ils n'ont pas aimé, lorsqu'ils partent, ils diront « Ce type m'a tout donné ». I'm a hoochie coochie man. And everybody knows I'm here. Enfant sans le sou, Buddy Guy a appris à chanter dans les églises.
Quand j'étais gosse, mes parents n'ont pas pu m'offrir de guitare. Dommage, j'aurais été encore bien meilleur. Pour interpréter des Negro Spirituals, il n'y avait pas d'instrument. On entrait dans les églises juste avec notre voix. Il connut les années galères, l'absence de reconnaissance. Son dernier album est aujourd'hui encensé par la critique. Buddy Guy, un monsieur de 67 ans, géant du blues, heureux comme un gamin. Sport, la Coupe du Monde de rugby en Australie, victoire de l'Écosse face aux États-Unis. Vous l'avez suivi en direct sur France 2, 39-15, 5 essais marqués. Les Écossais ont donc engrangé le point du bonus. Ils les mettent à égalité avec la France en tête du groupe. Et la première place se jouera samedi entre les deux nations et ce sera là aussi en direct sur France 2. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est un geste d'amour d'un footballeur pour déclarer sa flamme. Après avoir marqué le premier but, l'attaquant montpelliérain Rui Pataka a sorti de sa chaussette ce petit message déroulé devant la caméra. On pouvait lire en portugais « Je t'aime, Anna » et Montpellier a gagné 2-0. Tout le monde est content. Avant de se quitter, un salut amical à l'une de celles qui œuvrait pour ce journal en coulisses, Claire de Gaspari. Elle nous a quittés ce week-end. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. Encore plus froid. 20h55, un film à grand frisson. Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet avec Sigourney Weaver. 22h50, un œil sur la planète avec donc Thierry Tuillier. Dernier journal minuit et demi, Jean-Claude Renaud. Demain, dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Patrick Gobert, président de la LICRA. Et on se quitte sur ces images d'une maison faite de 10 000 bouteilles en plastique à Rio, au Brésil. Son propriétaire avait commencé à ramasser les bouteilles pour nettoyer la plage quand il a eu l'idée de cette construction. À demain.